Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, dans cet exposé, je vais vous raconter, je vais vous présenter un algorithme de reconstruction d'images qui est basé sur un modèle de la biologique, en fait, de la cortex visuelle des mammifères. Et ce modèle, c'est un modèle qui contient des maths plutôt intéressants, en fait, qu'est-ce qu'on appelle la géométrie sous-riemannienne, qui est en fait une classe de problèmes de contrôle optimal. Et il contient aussi un peu des théories des opérateurs hypoelliptiques. Et je vais un peu raconter tout ça. Alors, on va, pour commencer doucement, je vais vous dire qu'on va, on va travailler avec deux types d'images. Alors, des images qui sont corrompues comme celui-là, mais pour laquelle je pense que vous arrivez encore à voir qu'est-ce qu'il y a derrière. C'est corrompu, mais il y a un œil derrière, vous le voyez. En fait, notre système visuel, notre cortex visuel est encore capable de reconstruire ça. Mais quand c'est plus petit, c'est plus facile à voir. Et après, on va aussi travailler sur des images qui ont une corruption très élevée, comme celui-là. Ici, il manque, il reste que 3% des pixels. Et on verra comment cet algorithme que je vais présenter et comme il travaille sur les deux images, sur des images qu'encore notre système visuel est capable de traiter, et sur des images sur lesquelles notre système visuel est plus capable. Enfin, l'histoire de ce modèle, en fait, c'est une histoire qui vient de loin. En fait, c'était à la fin des années 50 que Hubel et Wiesel, je vais raconter un petit peu plus après, ont fait les premières études sur la cortex visuelle des chats. Et le premier papier, c'était vraiment quelque chose de neurophysiologie. Après la fin des années 80, c'était Hoffman qui a essayé de revoir les résultats de Hubel et Wiesel dans le langage mathématique. Et après, dans la fin des années 90, c'était Jean Petitot, ici à Paris, qui a construit le premier modèle de géométrie sous-riemannienne pour la cortex visuelle. Et après, il y a eu plusieurs contributions dans Citti Sarti en Italie à l'époque, et après notre groupe de recherche. Bon, dans tout cas, je ne vais pas vous présenter les modèles historiquement. Je vais vous présenter la dernière version de ce modèle, que c'est la version qui, au niveau mathématique, est plus cohérent et qui est présentée dans ces deux papiers. Alors, au début, nous, on fait des maths, on était intéressés plutôt à ça parce qu'on cherche toujours des applications aux recherches qu'on fait. Et on avait lu les papiers des Petitot, on avait vu qu'il y avait dans la cortex visuelle de la géométrie sous-riemannienne. Alors on avait commencé à lire un peu, essayer de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire sur ce problème. Et au début, nous, on voulait juste comprendre le problème, le rendre mathématiquement cohérent. Après, essayer de simuler, avec ce modèle, la reconstruction d'images avec un ordinateur, faire des comparaisons avec des expériences psychologiques pour valider le modèle, essentiellement. Ça, c'était l'idée au début, il y a une dizaine d'années. Mais aujourd'hui, comme vous allez voir, le modèle il marche très très bien et on arrive à l'état de l'art dans l'image processing, de traitement d'image. Et ces types de modèles aujourd'hui sont aussi utilisés pour l'imagerie médicale, pour améliorer les contrastes, tout ça, sous la résonance magnétique. OK. Alors, le plan de l'exposé, c'est les suivantes. Alors, je vais vous raconter au début pourquoi la cortex visuelle a une structure de variété sous-riemannienne et où est le contrôle optimal là-dedans. Après, on va considérer les problèmes de reconstruction d'images très simples. En fait, dans la première partie de l'exposé, pour moi, une image, c'est juste que dans le plan, c'est juste que
dans le plan x1, x2, c'est juste une courbe. On peut penser que c'est une image très simple ou que c'est une surface, une ligne de niveau d'une vraie image. Et on va reconstruire une image ligne de niveau par ligne de niveau. Et après, dans la deuxième partie de l'exposé, en fait, je vais essayer d'utiliser cette idée pour reconstruire des vraies images naturelles, en fait, des images compliquées, des portraits, des choses comme ça. Et pour ça, la reconstruction ligne de niveau par ligne de niveau, ça ne marchera pas. Et on va plutôt faire de la diffusion, une sorte de diffusion à l'intérieur de ces structures géométriques pour reconstruire des images complexes. Et après, on verra qu'est-ce que va donner cette approche quand il est mis ensemble à quelques petites idées pour améliorer un petit peu plus. Et ça, on verra vers la fin. Alors, l'idée de Hubel et Wiesel, en fait, l'idée qui est à la base de cet algorithme, en fait, sont deux idées. La première, c'est un vrai fait expérimental. En fait, Hubel et Wiesel ont montré que dans le cortex visuel, et ça je vais raconter là maintenant avec les détails, il y a des sensibilités à la position. Enfin, si on voit quelque chose, on voit dans quelle position il est. Et on est sensible aussi à la direction. Ça veut dire, si on voit une ligne comme ça, on voit quelque chose là, on dit là, il y a quelque chose qui a cette direction-là. Et ça, c'est quelque chose qui s'était montré expérimentalement. Et finalement, la cortex visuel prend une image et la regarde comme une sorte de surface en dimension 3. Et après, la deuxième idée sur laquelle est basé cet algorithme, c'est une idée de minimisation. On fait si on a des neurones qui ne sont pas activés directement dans l'image, il faut que la cortex visuel l'active lui-même. Alors, la chose qu'il va essayer de faire, c'est de minimiser l'énergie nécessaire pour cette activation. Et ça nous donnera un problème sincèrement, des calculs de variation, et on verra. OK. Alors, on commence avec l'idée du lift de la cortex visuel. Alors, je ne sais pas si vous avez jamais vu une image comme ça. Ce sont des images très connues de la cortex visuel. Alors, ça, c'est une tranche de cortex visuel. Vous pouvez imaginer qu'une zone ici, une zone comme ça, c'est sensible à ce qu'il passe dans certaines positions sur la rétine. Alors, il y a différentes couleurs. Et les différentes couleurs nous indiquent où il y a le vert, on est sensible au fait qu'il y a quelque chose avec cette direction. Le rouge, on est sensible à quelque chose qui a cette direction-là. Finalement, si on voit en courbe comme celui-là, on va en courbe passer comme ça. On va activer le rouge où la courbe est horizontale, on va activer le bleu où la courbe est comme ça. Il y a vraiment on fait une mesure de la direction de la tangente des courbes. Et ça, c'est les fameux pinwheels. En fait, il y a des points, c'est juste que c'est la même image agrandie ici, et il y a des points où toutes les directions arrivent, parce qu'ici on est sensible au rouge, que c'est comme ça, il y a toutes les directions arrivent à ce point, on est sensible à toutes les directions. Et vous pouvez noter que l'ordre des couleurs, ce n'est pas le même. En fait, si on tourne à droite, ici on fait rouge, bleu comme ça. Et ici, pour faire rouge, bleu, il faut tourner de l'autre côté. Il y a deux. Oui. Les directions, elles sont en 2 dimensions ou en 3 dimensions? Une ligne qui irait comme ça? Non, on est en dimension 2 là. Là, on est vraiment sous le plan. On est vraiment sous cette plan-là. Le cerveau, il distingue vraiment les directions dans le plan, pas... Dans le plan. Oui. Les neurones sont faits pour le plan. Sont faits pour le plan. Ça, c'est quelque chose de complètement bidimensionnel. On ne parle pas des images de dimension 3, on ne parle pas des profondeurs dans l'image. Là, pour nous, l'image, c'est juste quelque chose de planaire. Et là... Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de neurones. Les neurones, il n'y a pas des neurones pour d'autres directions. C'est que pour des directions... C'est que pour des directions perpendiculaires à... Non, c'est toutes les possibles directions, là. Si on voit... Bon, je vais expliquer là. C'est des neurones, ils marchent que pour des directions dans le plan là, ou il y a aussi des neurones pour les directions dans d'autres plans? Non, ça marche que sur cette plan-là.
Parce que bon, la vision d'un œil, c'est une vision bidimensionnelle. C'est juste qu'il voit d'un plan. Il voit juste un plan. Après, la reconstruction tridimensionnelle est faite par les deux yeux ensemble. Alors, en fait, la structure de la cortex visuel est celui-là. Alors, ici, ça c'est le plan de l'image. Et ça, c'est la courbe, c'est X1, X2, c'est la courbe que j'ai juste dessinée. Et ça, c'est la cortex visuel, c'est la tranche, avec les couleurs qu'on voit comme ça. Alors, les neurones sont regroupés en quelque chose qui est appelé hypercolonne. C'est cette groupe-là, cette grosse colonne-là. Et ça, il s'occupe de ce qu'il passe sur l'image, plus ou moins dans cette région-là. C'est comme un pixel. Il regarde ce qu'il passe sur la rétine à un certain endroit et il prend de toutes les informations possibles. Ça veut dire qu'il prend est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il n'y a pas, est-ce que cette chose a une certaine couleur, est-ce que cette chose bouge, dans quelle direction il bouge. Il prend toute cette information-là. Et en particulier, nous, on est intéressés qu'à la rangeante. En fait, chaque hypercolonne contient à l'intérieur qu'est-ce qui s'appelait des colonnes d'orientation. En fait, chaque colonne d'orientation, il est sensible à une direction particulière. Alors, ça veut dire que si on voit une courbe comme ça, ici, on va activer la colonne d'orientation qui correspond exactement à la tangente de celui-là. Et ici, on va activer l'autre qui va correspondre à quelque chose qui est légèrement plus tourné comme ça. Alors, il y a deux types de connexions, ça c'est important pour les choses qui viennent après. Il y a les connexions horizontales et verticales. Alors en fait, toutes ces colonnes d'orientation sont connectées un avec les autres. Et il y a des connexions verticales qui connectent des points, en fait, des colonnes d'orientation qui sont sensibles à la même position et à des orientations légèrement différentes. C'est des connexions entre celui-là. Et après, il y a des connexions entre des orientations qui sont sensibles à des positions différentes, mais la même orientation alignée. Il y a ces deux types. Et tout ça, c'est expérimental. On met des drogues dans la cortex visuel des chats. Et effectivement, on voit que cette drogue se propage quand on voit certaines lignes dans certaines directions. OK. Alors, qu'est-ce qui fait la cortex visuel? On vient aux maths. C'est ça qui était modélisé. En fait, la cortex visuel, il prend une courbe et il prend qu'est-ce qu'il voit et le relève et il ajoute une variable qui c'est la direction de la tangente. Alors, en fait, il faut qu'on travaille dans l'espace, ça c'est l'espace x1, x2, que c'est le plan de l'image. On va ajouter une variable qui c'est l'angle. L'angle, c'est projectif, parce que ici, on n'a pas de différence entre ça et ça. C'est la même chose. On voit vraiment des directions. Et alors, ça veut dire que l'angle, l'angle est mesuré entre pi sur 2, moins pi sur 2, pi sur 2, avec les extrémités qui sont identifiées. C'est vraiment l'espace projectif P1. Mais finalement, c'est juste un cercle. Ici, je le descends comme ça. Je ne peux pas le dessiner différemment. Et 7 points, c'est identifié avec cette point-là. Et ça, on l'appelle le fibré des directions du plan. Finalement, dans la base, c'est notre point sur le plan, et la fibre, c'est la direction, c'est l'angle si on a une courbe qui passe là, c'est l'angle de la courbe. OK. Alors, comment on fait pour calculer une lift? Alors ça, c'est très facile. Imaginez que vous avez une courbe, on va faire un dessin en dimension 3. Alors là, je fais un dessin comme ça. Ça, c'est x1, x2, et ici, j'ai mon angle à alpha. Alors, si j'ai une courbe ici, comme je calcule le lift, simplement, je prends le vecteur, si la courbe est paramétrée, par exemple, je prends le vecteur vitesse, et j'ai x1 point, x2 point, ça c'est mon vecteur vitesse, et l'angle alpha s'écrit là, la formule, c'est juste que l'arc tangent de x2 point divisé par x1 point. C'est l'angle de la tangente de la courbe. Alors si vous avez par exemple sur le plan
une courbe comme ça, un arc de cercle, son lift, il faut que vous ajoutez l'angle qui est ici en train effectivement de monter. Et vous pouvez calculer comme ça, vous pouvez relever, vous pouvez calculer le lift de n'importe quelle sous-variété C1 du plan. Vous avez une tangente, vous pouvez le relever comme ça. OK. Alors, pour chaque chose lisse que vous avez sur le plan, ici, vous pouvez calculer son relèvement. Voilà, ça veut dire que ici, c'est quelque chose qui se projette en bas sous la courbe, et le relèvement, c'est son angle. Bon, ici, ce n'est pas vraiment le cas dans cette... C'était un peu plus régulière. C'était quelque chose comme ça. Alors maintenant, on se demande... alors, je dis pour chaque courbe en bas, je peux calculer son relèvement. Alors maintenant, je me demande, si je prends une courbe lisse ici, dans l'espace en dimension 3, est-ce que c'est le relèvement d'une courbe en bas? En général, non. Pour être un relèvement de courbe en bas, il faut que cette relation-là, alpha égale arc tangent de x de point divisé par x en point, soit vérifiée. En fait, pour chaque courbe en bas, on peut calculer son relèvement, mais il y a très peu de courbes dans cet espace dimension 3 lisse qui sont en fait un relèvement d'une courbe en bas. Et on va étudier sont lesquels. Sont lesquels, bon, finalement, sont les courbes pour lesquelles on a cette relation-là qui est vérifiée. Que maintenant, on va écrire en façon légèrement différente. Alors, si je prends une courbe lisse dans cet espace PTR2, en fait, PTR2, je vais l'écrire ici une fois, ça s'appelle, c'est le tangente projectif de R2, mais c'est rien d'autre que R2 fois P1, comme on a dit. Alors, les courbes qui sont des lifts des courbes en bas sont des courbes pour lesquelles cette relation est vérifiée. Alors maintenant, on va écrire cette condition comme un système de contrôle. Ici, on parle de contrôle. Et vous voyez que je peux écrire cette relation-là en façon presque équivalente comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il me dit, cette relation-là? Il me dit que alpha, c'est l'angle du vecteur vitesse. Alors, je vais l'écrire comme ça. Je dis qu'une courbe x1, x2, alpha, c'est un relèvement d'une courbe en bas. S'il existe deux contrôles u et v, tel que le vecteur vitesse, je l'écris comme un u cos alpha, u sin alpha. Et ça me dit, si vous pensez que u c'est le module du vecteur vitesse, alpha c'est exactement l'angle du vecteur x1, x2. Et après, je dis que v, en fait, je vais définir v comme la dérivée de alpha. Alors, ça, c'est presque équivalent à celui-là. Ça me dit que alpha, c'est l'angle du vecteur vitesse. Alors, il faut juste faire attention à une chose. Quand on écrit un vecteur avec module et angle, le module, c'est positif, et l'angle, ça va entre 0 et 2π. Par contre, là, on sait que alpha est projectif, il va juste de moins π sur 2 à π sur 2. Alors, pour pouvoir obtenir toutes les directions, ici, il faut que j'accepte que u soit négatif aussi. Alors, parce que ça, c'est positif, avec ça, je ne peux pas faire toutes les directions. Pour permettre que ça soit positif et négatif, il faut que u soit positif ou négatif. Alors, vous voyez, c'est presque la même chose. Après, ce n'est pas exactement la même chose parce que là, dans cette relation-là, je n'ai pas le droit de mettre x1 point et x2 point égale 0. Je ne peux pas calculer l'angle d'une courbe que c'est jusqu'à un point. Par contre, ici, je suis capable, parce que si u égale 0, je peux bien écrire une courbe qui est juste dans cet espace en dimension 3, qui est juste en train de monter. Il y a une petite différence, mais c'est juste un petit peu plus général. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a fait là? On a simplement écrit le fait qu'une courbe, cet espace à dimension 3, et le relèvement d'une courbe sur le plan, en disant, bon, c'est vrai, si c'est une courbe admissible d'un système de contrôle.
Juste un petit mot par rapport à faire le lien avec ce matin, c'est exactement le système de la poussette qu'on a vu ce matin en fait. Ok, alors maintenant je vais réécrire ça en façon légèrement différente. Alors maintenant je mets ensemble le x1, x2 alpha dans la variable x et je dis que finalement mon système de contrôle c'est un système linéaire dans le de contrôle UV et x point ça doit être UX1. X1 c'est un champ vectoriel que c'est cosine sin 0 et le deuxième c'est 0, 0, 1. C'est la même chose qu'on a écrit tout à l'heure. Juste que et mis les trois variables ensemble. Une autre façon pour écrire ça, on peut voir ça comme un contraint sur la vitesse. En fait, si j'appelle delta, cette delta bold, l'espace vectoriel généré par deux champs vectoriels qui sont là, ben, je suis en train de dire ici que à chaque temps, la vitesse, il faut qu'elle appartienne à cet espace en dimension 2. Alors, en fait, c'est ça qu'on a. Alors, on est dans un espace en dimension 3. On a x1, x2 et alpha. Et après, on a deux vecteurs. J'ai le vecteur x2. x2 est vertical. Et après, j'ai un vecteur x1 qui a 0 composante verticale. Et après, il est tourné dans le plan avec une angle qui s'est donné par alpha. Par exemple, ici, on a alpha égale 0. C'est vraiment mis comme ça. Et ça génère un plan. Et cette plan, ça change. Dans chaque point de l'espace, il va être différent. Ce n'est pas constant parce qu'on a la dépendance de alpha. Alors finalement, les courbes à lesquelles on s'intéresse, on a des plans là. On a différents plans. Je vais les dessiner un peu comme ça. Et notre courbe, c'est une courbe qui est obligée dans chaque point à être tangente à cette plan. C'est une façon différente pour dire la même chose. Après, vous avez vu ce matin que pour ce problème spécifique, si vous calculez le crochet de Lie entre les deux champs vectoriels qui sont là, bah vous avez la chance que ce crochet de Lie ne reste pas dans cette plan, mais il sort. Et ça vous permet de dire, ça c'est le théorème de Chow, que finalement vous êtes capable d'aller dans n'importe quel point de l'espace. Ça veut dire que pour n'importe quel point, couple de points dans cet espace à dimension 3, même c'est dans chaque... En fait, vous pouvez trouver une trajectoire qui arrive d'un point à l'autre, même si cette trajectoire est compliquée, parce que dans chaque point, il faut qu'elle soit tangente à un plan qui est donné. Alors, là, vous avez vu le théorème de Chow aujourd'hui. Dans le cas spécifique, vous savez que c'est très facile de voir qu'on est contrôlable, parce que si on imagine x1, x2, notre voiture comme quelque chose comme ça. Ma voiture, par rapport à, je pense que la voiture de Jean-Michel, ce matin, c'est une voiture projective. Je ne peux pas reconnaître avant et arrière, mais bon, c'est le même système. On sait bien qu'on peut trouver, si vous me donnez deux configurations, alors ça c'est alpha, qui va juste entre moins pi sur 2 et pi sur 2, parce que je ne peux pas reconnaître avant et arrière. Vous me donnez deux positions, n'importe quel couple de positions, et on est bien capable d'aller d'une configuration à l'autre. Ça suffit de tracer, par exemple, à droite, vous tournez, vous arrivez et vous tournez encore. Dans ce cas, la contrôlabilité de ce système est presque évidente. Bien. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on a fait ? On a écrit, je dis que la cortex visuel prend une courbe sur le plan et fait un relèvement dans cet espace à dimension 3.
Alors, maintenant, on se pose le problème de comment on fait pour reconstruire une courbe qui est corrompue, qui est en partie cachée, comme celui-là. Vous imaginez, vous avez une courbe qui, à un certain moment, est interrompue. On aimerait bien la reconstruire. Bon, certainement, il y a une infinité de façons de le faire. Et on va maintenant essayer de trouver la façon plus économique, dans certains sens, pour la reconstruire. Alors, l'idée, c'est la suivante. Vous vous rappelez, dans la cortex visuel, il y a deux types de connexions. Les connexions verticales qui connectent, en fait, c'est vraiment des connexions dans l'espace en dimension 3. C'est vraiment les connexions verticales. C'est comme ça, c'est la même position et différentes orientations. Il y a de l'énergie qu'on peut faire passer comme ça. Et après, il y a des connexions horizontales entre différentes positions, même orientation et alignées. Et finalement, ça veut dire qu'ici, par exemple, on peut se connecter facilement vers ce point-là. Ça, c'est vraiment notre deux champs vectoriels qu'on a appelés x2 et x1. Alors finalement, si vous avez que votre image ici, dans l'espace à dimension 3, vous avez votre trajectoire ici qui est interrompue à un certain moment. Alors, le cerveau, la cortex visuel, calcule le lift de ça et alors je vais le faire en dessin un peu meilleur, comme ça, calcule le lift, ça et ça, des deux morceaux. Et ici, maintenant, il faut connecter les deux points. Alors, il y a les connexions verticales et horizontales. Finalement, c'est facile de connecter quelque chose qui est proche en position et en direction, les deux. Parce qu'on a ces connexions sur la position et la direction. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour... Qu'est-ce qui fait la cortex visuelle? C'est de connecter ce point avec ce point-là, essentiellement. Et essayer de trouver la courbe qui est plus économique. C'est quoi la chose plus économique qu'on peut faire pour connecter deux points dans un espace? C'est de prendre la courbe qui minimise la distance entre les deux points. Et après, on verra pourquoi la distance, ça peut bien représenter le modèle de l'énergie de la connexion verticale et horizontale. Alors, essayons de minimiser la longueur de courbe entre les deux points. Il faut réaliser la distance. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je suis un espace en dimension 3, j'ai x1, x2, alpha. J'ai une courbe, x1 de t, x2 de t, alpha de t. Et c'est quoi? J'ai fixé ce point-là. Si je prends une courbe ici, c'est quoi la longueur de cette courbe? Il faut que je fasse l'intégrale. Là, j'appelais les temps b et c. Entre b et c, du module du vecteur vitesse. Il faut que je fasse la racine carrée de x1 point carré plus x2 point au carré plus alpha point au carré. Après, ici, je vais mettre un facteur bêta pour des raisons dimensionnelles, si on veut. Parce que x, c'est des centimètres, alpha, c'est un angle, et il faut mettre quelque chose pour avoir les bonnes dimensions, si vous voulez. Et après, si vous voulez aussi, c'est la différence entre les coûts des connexions verticales et horizontales. Ce n'est pas exactement le même. On peut imaginer qu'il y a un paramètre qui permet de distinguer les deux. Il faut minimiser ça. Alors, si vous minimisez ça sur l'espace de toutes les courbes, qu'est-ce que vous allez trouver? Si je minimise sur l'espace de toutes les courbes, je vais trouver une ligne droite ici. Okay? Mais ça, ce n'est pas bon, parce que la ligne droite, en général, il ne va pas être le relèvement d'une courbe planaire. Parce que les courbes qui viennent de courbes planaires sont très peu. Et les seules lignes droites qui viennent de courbes planaires, vous pouvez le comprendre tout de suite, les courbes planaires à l'angle constant, c'est des courbes qui sont horizontales et sont vraiment à alpha égale constante.
Il n'existe pas des courbes qui montent comme ça et qui sont des lignes droites. Alors bon, la chose qu'il faut faire, c'est de minimiser cette fonctionnelle dans l'espace les courbes qui sont de relèvement de courbes planaires. On a défini un ensemble de courbes admissibles. On veut minimiser un coût sur l'ensemble de cette courbe. Alors maintenant, je vais écrire ça avec mon système de contrôle que je rappelle ici en bas. Et comme ça, j'obtiens qu'il faut que j'intègre la racine carrée de u carré plus bêta carré v carré. Et comme ça, mon problème de contrôle, ça c'était mon système de contrôle, je l'ai transformé, ça c'est mes champs vectoriels, je l'ai transformé en un problème de contrôle optimal. C'est vraiment, on a un problème de contrôle et on essaye de trouver, avec les points initial et final fixés, la courbe qui minimise quelque chose qui dépend de contrôle. En général, peut dépendre aussi de la trajectoire, mais c'est la chose qu'on va faire. Alors, ça, c'est un problème de contrôle optimal, très classique. On a un système de contrôle qui est linéaire dans les contrôles, pas linéaire dans l'état, et on a un coût du type longueur qui ne dépend que des contrôles. Et ici, on a que la position initiale et finale sont fixées. Alors, un problème comme ça, c'est appelé, là je vais faire une petite parenthèse et après on revient au problème de reconstruction. C'est un problème qui s'appelle un problème de géométrie sous-riemannienne. Et j'aimerais bien vous dire 2-3 mots sur ça. Alors, c'est quoi une variété sous-riemannienne? Alors, une variété sous-riemannienne, alors c'est quelque chose, après on va le transformer dans un problème de contrôle. Il faut donner 3 choses pour avoir une variété sous-riemannienne. Il faut donner M, une variété différenciable. Vous pouvez penser, si vous n'aimez pas les variétés différenciables, à une surface en dimension plus élevée que 2, ou en tout cas un espace qui localement, ça ressemble à Rn. Et après, il faut donner qu'est-ce qu'une géométrie différentielle? C'est appelé une distribution vectorielle. Finalement, c'est des plans qui bougent. Dans chaque point, on donne un plan. En fait, c'est un plan, c'est un hyperplan, c'est des dimensions k. Et k, c'est plus petit que n. Et ça, c'est notre, si vous voulez, c'est notre vitesse. C'est les plans des vitesses admissibles. Et il faut supposer que cet champ de plans soit Lie-bracket generated, dans le sens qu'on a déjà vu, que vous avez déjà vu ce matin. Ça veut dire que si vous considérez des champs vectoriels qui sont tangentes à cette distribution de plans, et vous calculez des crochets des lits, vous calculez des crochets du premier ordre, des crochets comme ça, à la fin, vous allez obtenir la dimension totale de l'espace. Alors ça, c'est une condition qui nous garantit, après on reverra ça comme un problème de contrôle, c'est essentiellement le théorème de Chow, mais au niveau des géométries différentielles, ça nous garantit qu'il n'existe pas une surface qui est tangente à cette plan. Si vous avez des plans qui bougent, et vous avez la condition que si vous calculez des crochets, des champs vectoriels qui sont tangentes à cette plan, vous ne restez pas dans cette plan. Alors ça veut dire que il n'existe pas une surface qui est toujours tangente à ça. Ça, c'est un peu l'essence de la théorie du contrôle. Je ne sais pas qui d'entre vous a jamais vu le théorème de Frobenius, qui vous dit exactement le contraire, que si vous avez des champs vectoriels et à un certain moment, vous calculez des crochets et vous restez un espace plus petit, alors ça existe une surface qui est tangente à ça. Si on est vraiment dans le cadre opposé. Bon, alors on a quoi? Alors on a notre variété, on a notre champ de plans et on a un produit scalaire sur chaque plan. Ça veut dire qu'on est capable de calculer la longueur des vecteurs, les angles entre les vecteurs qui appartiennent à cette plan. Si vous avez que k égale n, c'est la dimension du plan, c'est tout l'espace. Alors ici, ça devient tout l'espace.
G, ça devient un produit scalaire sur l'espace tangent, et ça, c'est une variété riemannienne dans le sens classique comme vous avez dans les surfaces. Alors, c'est quoi une courbe horizontale ou admissible? C'est une courbe, comme on a dit, parce que finalement, notre cas de la reconstruction d'image des courbes, c'est exactement de ce type. Une courbe admissible, c'est quelque chose que dans chaque temps, c'est une courbe qui reste dans cette plan. Et grâce à cette métrique, on est capable de calculer la longueur de cette courbe. La longueur, c'est l'intégrale du vecteur vitesse, et ça, c'est la vitesse qu'on calcule de la courbe. Par contre, si une courbe n'est pas tangente à cette plan, on ne peut pas calculer sa vitesse. On dit que la vitesse, sa longueur, c'est infini. On n'a pas le droit de bouger dans des directions qui ne sont pas dans ce champ de plan. Une fois qu'on est capable de calculer la longueur des courbes, on peut définir la distance entre deux points. On peut définir, comme dans l'espace euclidéen, la distance entre deux points, comme la longueur de la courbe plus courte qui connecte deux points. Et si on travaille avec une variété qui est connexe, et on est Lie-Bracket degenerate, ici j'appelais ça la condition de Hörmander, ça s'appelait aussi comme ça. Le théorème de Chow, que vous avez vu ce matin, ça vous dit que cette distance est toujours finie pour n'importe quel couple de points. Et après, on peut montrer quelque chose en plus, sur lequel je ne vais pas entrer aujourd'hui. On peut vraiment montrer que cette distance donne à la variété, c'est une vraie distance. En fait, on peut dire que MD, c'est un vrai espace métrique. En fait, c'est une distance qui, en fait, c'est quelque chose de symétrique, défini positif et qui satisfait l'inégalité triangulaire. Et on peut montrer que la topologie induite par cette distance, c'est la même que la topologie originale de la variété. Bon, tout ça, c'est un petit peu plus sophistiqué, on ne va pas entrer là-dedans, mais je voulais juste vous dire 2-3 mots sur les propriétés de cette géométrie bizarre. Enfin, il faut imaginer, c'est une géométrie où on est capable de mesurer la longueur de courbe jusque dans certaines directions. Il y a des directions interdites. Mais on sait qu'on peut aller partout. On peut aller partout. Il y a des courbes qui arrivent. La distance est toujours finie pour n'importe quelle paire de points. Mais il y a des directions où c'est plus facile d'y aller, sont les directions vers cette plan, et les directions qui ne sont pas sur le plan. Ou pour y aller, il faut bouger dehors et utiliser le fait que cette champ de plan, il bouge toujours, et il faut faire un chemin plus long. Alors ça rend les sphères. Les sphères sont les points, tout à la même distance d'un point donné. Très bizarre. Si vous êtes sur une surface, et je vous demande de dessiner une sphère petite, une sphère petite sur une surface, c'est quelque chose qui ressemble un peu comme une sphère euclidéenne. Et en fait, les géodésiques sont toujours bien définis, ils ne se croisent pas. Pour des temps petits, ils restent comme ça. Après, ça devient plus grand. Et ça peut passer quelque chose de bizarre quand vous êtes un peu plus loin. Par exemple, si je vous donne comme surface un cylindre, et je me mets là, et je considère les sphères, tous les points à la même distance de là, pour des distances petites, c'est des choses un peu comme ça. Après, si je tourne ce cylindre, je le garde de l'autre côté, je prends des distances un peu plus grandes, je vois arriver derrière, je le vois arriver comme ça, je le vois arriver comme ça. C'est ici, je prends des distances qui deviennent plus grand, il va derrière. À un certain moment, il va se croiser. Il va se croiser et il y a deux qui se croisent comme ça. Et après, c'est intéressant qu'après une certaine distance, les
les sphères, sont plus lisses. Il y a des angles qui commencent à apparaître. Mais ça, c'est toujours loin du point de départ, dans la géométrie riemannienne, dans les surfaces. Ici, par contre, qu'est-ce qui se passe dans la géométrie sous-riemannienne? C'est que ce phénomène de sphères non lisses, ça se passe aussi pour des sphères très très petites. N'importe quelle sphère a des singularités. Ça, c'est un exemple. Si vous prenez une sphère très très petite, vous allez toujours voir apparaître des angles. Ça, c'est une propriété de ce type de géométrie. Et il y a des géodésiques, en fait des trajectoires, solutions de conditions de premier ordre, que même très petits vont perdre leur optimalité. Vous savez que il y a deux façons pour perdre l'optimalité dans une surface. Une façon, c'est celui-là, c'est de la topologie. Le cylindre, c'est un espace plat. C'est juste que vous perdez le fait que les sphères sont lisses parce qu'il y a une topologie. Mais il y a une autre raison pour laquelle on perd le fait que les sphères sont lisses, c'est pour des raisons de courbure. Si vous prenez par exemple une ellipsoïde comme ça, et vous partez d'un point là, et vous dessinez les sphères, alors vous allez dessiner des choses comme ça. Et bon, je descends de ce point-là. Au début, vous allez voir ça. Et après, je tourne. À un certain moment, vous allez voir votre sphère qui arrive. Si vous êtes sur la sphère S2, tout va se fermer dans le même point. Mais si vous êtes sur un ellipsoïde, ça ne va pas se fermer dans le même point. Et à un certain moment, il y a une sphère qui commence à faire comme ça. Et après, jusqu'après, vous allez voir que les géodésiques, enfin le point final des géodésiques, ils commencent à faire des dessins comme ça. En fait, cette partie a perdu l'optimalité. En fait, les sphères ils perdent. C'est de bel exercices à donner aux étudiants, ça, pour calculer on fait la distance sur un ellipsoïde. Et en fait, il y a des géodésiques en fait, qui se croisent. Ce phénomène ici, c'est dû à la courbure de l'espace. Et ici, ce type de phénomène, il apparaît tout de suite parce que c'est comme si on était dans un espace à courbure infinie dans chaque point. Parce que si vous voulez, ok, on verra ça tout à l'heure. Mais il y a des propriétés très particulières de cet espace. Alors, on revient au contrôle. Pourquoi ça, c'est un problème de contrôle? Parce que localement, vous pouvez toujours donner des champs vectoriels qui génèrent votre distribution vectorielle et qui sont orthogonales pour votre métrique. Comme on fait sur les surfaces, on peut toujours trouver sur une surface deux champs vectoriels qui sont de longueur 1 et qui sont avec un angle de pi sur 2, un par rapport à l'autre. On peut faire ici la même chose, comme ça on génère localement notre distribution vectorielle avec les champs vectoriels, et ça nous dit que les champs vectoriels sont des normes 1. Alors, si je fais ça, mon système de contrôle, en fait, je suis en train de minimiser. Vous voyez, ma minimisation, c'était, peut-être il faut l'écrire. En fait, je voulais minimiser l'intégrale de la racine carrée de G entre 0 et T de gamma de T, gamma point. Ça, c'était la longueur d'une courbe admissible. Si maintenant j'écris gamma, là, elle s'appelle Q, on l'appelle Q. Q de T, Q point de T, Q point de T. Si j'essaie de... si j'écris Q comme la somme de UI, XI, et je mets ça à l'intérieur, je tiens l'intégrale de ça, après j'ai Q de T de la somme de UI, XI, la somme de UJ, XJ,
j'obtiens ça. Et une fois que j'utilise la relation là, que ça et ça me donne la delta, à la fin, j'obtiens la racine carrée de la somme des UI au carré. Et comme ça, on est revenu localement à notre problème des contrôles. OK. Alors, très bien. Tout ça a une propriété qu'on va utiliser, même si je ne vais pas trop expliquer, mais je pense que vous avez vu. Alors, on a un problème de contrôle de ce type avec un coût du type racine intégrale de la racine de contrôle au carré. Et c'est un peu miraculeux, mais on peut enlever cette racine carrée. Comme dans les plans, si vous cherchez la courbe qui minimise la distance entre deux points, il faut minimiser l'intégrale de x1 point au carré plus x2 point au carré avec la racine. Vous pouvez éliminer la racine, ça vient directement de l'inégalité de Cauchy-Schwarz, et finalement minimiser la longueur d'une courbe, c'est équivalent à minimiser ça, qui s'appelle l'énergie d'une courbe. Ça, c'est très, très classique. Enfin, il faut juste faire attention à la paramétrisation du temps. Et comme ça, on va travailler après avec un coût sans la racine carrée, parce que c'est lisse, ça nous rend les choses plus faciles. Alors, si vous êtes sous une variété riemannienne et vous faites ça, par exemple, vous êtes en dimension 3, vous trouvez une base orthonormale, ça veut dire que vous avez 3 vecteurs comme ça. Ici, on est dans une géométrie, on est par exemple en dimension 3, mais un vecteur, c'est interdit. Il n'existe pas, et il n'y a que 2 vecteurs. Finalement, les vecteurs, c'est un peu comme l'inverse de la métrique. C'est comme avoir une métrique riemannienne qui a des valeurs propres qui sont infinies. Ça, c'est les valeurs propres infinies, c'est la direction qu'on a le droit, on n'a pas le droit, on n'a pas le droit d'y aller. OK. Bon, alors, juste 2 mots sur comment on fait pour trouver les trajectoires qui minimisent la longueur des courbes. Alors, comme toujours dans des problèmes d'optimisation, il faut faire les choses étape par étape. Il faut tout d'abord se poser les problèmes de l'existence. Est-ce que ça existe une courbe qui minimise la distance entre 2 points? Est-ce qu'une fois qu'on a démontré qu'il y a existence du min, on applique des conditions du premier ordre? Voilà, comme on fait quand on essaye de... Vous avez une fonction d'une variable en dimension 1 et vous voulez trouver le min d'une fonction, il faut tout d'abord être certain que ce n'est pas fait comme ça, parce que ici, si vous imposez des conditions du premier ordre, vous avez trouvé ça, mais vous ne prenez pas le min. Alors vous avez tout d'abord à étudier le problème d'existence pour être certain que vous n'avez pas ça, mais quelque chose comme ça, par exemple. Après, vous cherchez les conditions du premier ordre, vous trouvez des min, des max. Avec des conditions du deuxième ordre, peut-être vous allez être capable d'éliminer les max. Mais à la fin, il faut comparer à la main. Parce que si vous trouvez ça et ça, ils sont loin, il n'y a aucune variation qui vous permet de vérifier que c'est quoi le meilleur. Il faut les prendre, les mesurer et voir c'est quoi des deux qui est le meilleur. Bon, là, on a une dimension infinie, finalement, mais le problème, c'est un peu le même. On a le problème de l'existence, on a le problème des conditions du premier ordre, des conditions du deuxième ordre, et comme ça. Mais il faut toujours penser que si on cherche, en fait, on cherche des courbes, par exemple, là, je vais reprendre mon cas en dimension 3, je cherche des courbes qui vont d'un point à l'autre, et qui sont toujours, je cherche la plus courte, mais qui est toujours tangente à ma distribution vectorielle. Et on a des contraintes. On a des contraintes. Bon, on part de x0, ça c'est pas un vrai contraint, mais il y a 2 contraintes
un contrainte, c'est qu'il faut arriver au point final, et l'autre contrainte, c'est que la vitesse doit appartenir à ça. Finalement, c'est un problème de minimisation avec contraint, et pour cette raison, dès qu'on essaye d'utiliser des conditions du premier ordre, on verra qu'il y a des multiplicateurs de Lagrange qui vont sortir. Ces multiplicateurs de Lagrange sont un problème en dimension infinie. OK, alors je vais juste dire 2 mots, parce qu'après on verra le temps qu'on a. On va peut-être le faire un petit peu sur notre système. En fait, les conditions du premier ordre, c'est que la chose qu'on appelle en théorie du contrôle le principe de maximum de Pontryagin. Le principe de maximum de Pontryagin, c'est vraiment le théorème des multiplicateurs de Lagrange, si vous voulez, sur un problème de dimensions infinies avec des caractéristiques particulières parce qu'on a les contrôles qui peut-être sont bornés. C'est un théorème qui n'est pas complètement évident à utiliser. Dans le cas de la géométrie surriemannienne, c'est un théorème qu'on peut écrire plutôt facilement. Il nous dit que si vous avez une trajectoire qui est optimale, c'est toujours une condition nécessaire, comme les conditions du premier ordre. Comme quand vous avez une fonction d'une variable, vous dites la dérivée, il faut qu'elle soit égale à 0, c'est une condition nécessaire. Là, c'est nécessaire. Et vous dit, si vous avez une trajectoire optimale, il faut définir un Hamiltonien. Enfin, il y a 2 cas. Il y a le cas qui est bon. Vous définissez un Hamiltonien comme ça et vous dites cette trajectoire est solution d'un système Hamiltonien très simple que c'est celui-là. Et P, ça joue le rôle de multiplicateur de Lagrange pour les contraintes. Après, si vous avez la chance d'être un problème suffisamment bon, vous avez que ce cas-là. Et après, il y a le cas anormal. Le cas anormal, c'est un cas qui sont des trajectoires qui restent isolées, si vous voulez, dans un certain sens. Et peut-être à la fin de cet exposé, si on a encore 10 minutes, je vais vous expliquer un petit peu plus pourquoi, en théorie du contrôle, il y a très souvent des trajectoires anormales. Et par rapport à ce matin, je crois que ça correspond simplement à dire que le linéarisé n'est pas contrôlable, c'est ça? Oui, ça correspond à dire ça. En fait, si vous voulez, on essaye d'aller... Est-ce que tu avais introduit la endpoint map? Non, mais j'ai introduit le linéarisé, donc je crois que ça correspond à dire que le linéarisé autour de la trajectoire n'est pas contrôlable. En fait. Oui, alors si le linéarisé n'est pas contrôlable, ça veut dire que l'application que contrôle, il vous donne le point final de la trajectoire et pas une surjection. Le linéarisé n'est pas surjectif. Alors, si vous utilisez le théorème de la fonction implicite, le théorème de la fonction implicite, il vous dit que si votre dérivée, en fait, si votre linéarisé est bien de dimension pleine, alors vous pouvez invertir, vous retrouvez un espace des courbes qui est bien lisse. En fait, c'est une sous-variété. Dans le cas où le linéarisé n'est pas contrôlable, la chose qui passe, c'est que vous ne pouvez plus utiliser le théorème de la fonction implicite et vous n'avez plus aucun moyen de garantir que votre contrainte, c'est le fait que vous arrivez sur le point final avec la vitesse toujours qui appartient à votre distribution vectorielle. Il ne vous garantit pas que dans l'ensemble de toutes les trajectoires, vous avez des trajectoires qui arrivent d'un point à l'autre, c'est un bon sous-ensemble. Ça peut être quelque chose de très mauvais. Mais il y a encore en ce type de géométrie des problèmes ouverts liés à ça. Mais nous, on a la chance que pour le problème de reconstruction de courbes, il n'y a pas de trajectoire anormale. On peut se concentrer sur les trajectoires normales et résoudre ce problème hamiltonien. Et ça, on va le faire tout à l'heure. Alors maintenant, je reviens un moment sur notre problème de reconstruction de courbes. Et je reviens un peu à la discussion du coût qu'on a choisi pour minimiser. En fait,
Si le fait que la cortex visuel il calcule un lift, c'est quelque chose qui a été vu expérimentalement, le choix du coût, ce n'est pas quelque chose que les expérimentateurs ont été capables de voir. C'est très compliqué de comprendre est-ce qu'il y a quelque chose de minimisé ou pas, et c'est fait comment. Alors, le coût qu'on a choisi, c'est, dans un certain sens, le meilleur coût pour des raisons géométriques. Alors, ici, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, la première raison, c'est qu'il y avait un paramètre bêta ici, et on peut l'éliminer simplement avec une dilatation des variables spatiales. C'était x1, c'était l'intégrale de la racine carrée de x1 point au carré plus x2 point au carré plus bêta au carré, alpha point au carré. Maintenant, si je fais une dilatation des variables spatiales, je peux faire sortir un bêta ici. Bêta, je le fais sortir et ça donne plus aucune... Il n'a plus aucune importance. Et finalement, si on peut dire que ce coût, c'est le seul... en fait, il y a un seul coût de type Sourimanien qui est invariant pour rototranslation. En fait, nous, on veut bien que notre image soit reconstruite de la même façon, n'importe quelle position A sur le plan et n'importe quelle rotation A. Et on peut dire que dans la classe des coûts Sourimanien, il y a une seule, que c'est celui-là. On peut montrer qu'il n'y a aucun autre coût qui est invariant par rototranslation. Ça, c'est très bien. La deuxième raison, c'est qu'on peut éliminer cette racine carrée, comme j'ai dit, et c'est la même chose que minimiser un coût de type U carré plus bêta carré V carré. Et ça représente bien pour les gens qui font de l'aérophysiologie le coût des connexions horizontales et le coût des connexions verticales du type énergie. Après, c'est intéressant de voir le coût vu sur le plan. Alors ça, c'est comme on l'avait écrit. Je vais l'écrire en troisième façon. Si je appelle gamma x1, x2, je peux écrire le coût comme la racine carrée de ça. Alors ça, c'est la courbure de la courbe planaire. Alors ça veut dire, je vais l'écrire ici, c'est l'intégrale de la racine carrée. Gamma, c'est vraiment x1, x2. Plus bêta carré, qu'est-ce que j'ai marqué? Oui, gamma point au carré, plus gamma point au carré, k carré. Alors regardez, si j'ai bêta égale 0, ça devient la longueur de la courbe. J'ai les deux points. Ici, je mets 2 points avec mes 2 vitesses, mes 2 choses. Si je mets bêta égale 0, ça correspond à minimiser ça. Je vais retrouver ça. Et si je prends bêta très grand, ça veut dire que j'essaie de minimiser la courbure. Alors, finalement, la courbe sous le plan qui arrive de là à là, c'est une courbe qui essaie d'être pas trop long et pas trop courbe. C'est vraiment quelque chose entre minimiser la longueur et la courbure. OK, mais après, on verra très peu de temps que la raison principale, c'est qu'attaché à ce problème de contrôle, il y a une façon très naturelle, une équation de type chaleur, et ça nous servira pour essayer de reconstruire des images réelles. OK, alors ici, je voulais juste vous montrer pour notre problème comment on fait pour appliquer ce principe des ponts triangles. Il faut construire cet Hamiltonien. Il faut introduire un covecteur P, P1, P2, P3, qui c'est ce multiplicateur de Lagrange. Et l'Hamiltonien, on l'écrit comme ça. Et après, on écrit des équations hamiltoniennes. Et on retrouve à la fin une équation qui est une équation du type pendule. Pendule alpha de point égale sin
de alpha. On obtient une équation de ce type-là, après changement des variables. Et finalement, on peut voir que chaque trajectoire qui est candidat à l'optimalité est paramétrisée par un pendule comme ça. Ça veut dire quoi? En fait, il y a différents types de trajectoires. Ça, c'est le portrait des phases du pendule. Ça, c'est le point d'équilibre instable, comme ça. Et ça, c'est le point d'équilibre stable. En fait, ça, c'est la trajectoire qui va osciller, comme ça. Et ça, c'est la trajectoire, ça c'est l'angle, et ça, c'est la vitesse, qui va tourner comme ça. Alors, les trajectoires sous le plan qui va apparaître comme solution, il y a essentiellement différents types, mais le plus souvent, on trouve des trajectoires comme ça, qui correspondent à un pendule qui tourne comme ça. Et vous voyez l'angle de la trajectoire, hein, c'est quelque chose qui ici fait ça, il fait ça, il fait ça, et oui, il continue à tourner. Vous voyez l'angle? Ça, c'est une trajectoire planaire. Hein. C'est l'angle comme ça tourne, ça tourne, ça tourne. Hein. Ça correspond à l'angle qui tourne, à le pendule qui tourne comme ça. Par contre, on a un autre type de trajectoire, hein, là, qui correspond au pendule qui est oscillant comme ça. Et ici, l'angle, c'est quelque chose qui est en train d'osciller comme ça. En fait, chaque géodésique, en fait, chaque solution de conditions de premier ordre est essentiellement de ce type-là. Et ça, c'est la projection sur le plan. Alors, il faut noter qu'ici, on a l'impression d'avoir des singularités. Mais ce n'est pas des vraies singularités, c'est des singularités de la projection sur le plan. Dans l'espace en dimension 3, il n'y a aucune singularité, c'est juste une trajectoire qui devient verticale. Et quand elle est projetée, il nous donne des singularités comme ça. Par contre, les neurophysiologues ne sont pas très contents de voir ce type de CASP, hein, parce qu'apparemment, pour la reconstruction sur le plan, les expériences psychologiques ne donnent jamais de CASP. Mais pour nous, ce n'est pas trop grave, parce que maintenant, on va passer à... je vais vous raconter... Ah oui, je vais juste vous montrer ici le groupe de Yuri Sachkov en Russie a essayé d'utiliser cet algorithme de reconstruction de courbes pour essayer de reconstruire des images en pensant en images comme un ensemble de lignes de niveau. Lui, il a pris des images comme ça, a fait des trous, et après, un par un, a reconstruit les courbes avec les géodésiques que je vais vous donner. Et ça marche très bien, ça nous donne quelque chose comme ça. Mais certainement, si vous faites des trous très grands, c'est compliqué de savoir à qui il faut connecter avec qui. Et après, en fait, finalement, on peut pas, absolument pas penser de reconstruire une image complexe ligne de niveau par ligne de niveau. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas. Les lignes de niveau ne sont pas lisses en général. S'il y a des gros trous, on ne sait pas qui connecter avec qui. Par exemple, dans une image comme ça, on ne sait pas si connecter cette ligne de niveau avec celui-là ou avec celui-là. Ça va dépendre de la topologie des trous. En fait, il n'y a pas beaucoup d'espoir. Alors, l'idée, que c'est très très naturel, c'est de dire la chose suivante. Bon, on est en dimension 3, on a un système de contrôle, on a des courbes qui minimisent la distance entre un point et un autre. La chose qu'on peut faire, c'est de dire, bon, la cortex visuel, en fait, il ne sait pas qui il faut connecter avec qui. Bon, il va essayer d'activer un peu tout le monde. Et comme si c'était un mouvement brownien, comme c'était une particule qui bouge en façon stochastique, il va activer un peu tout le monde. Et finalement, pour la reconstruction, on va prendre la chose plus probable. Ça, c'est un peu l'idée qui est derrière ça. Alors, on avait notre système de contrôle qui c'était en dimension 3, x point égale ux1 plus v x2.
Et maintenant, l'idée, c'est de dire à la place des contrôles, on va mettre un mouvement brownien et on va étudier cette équation différentielle stochastique. Alors, je vais l'écrire comme dx, x1 dw1 plus x2 dw2. Et finalement, ça va représenter une particule quantique, une particule stochastique, au fait qu'il y a dans chaque point, il va avoir des directions admissibles, il va prendre celui-là, mais jusqu'après, il va prendre une autre direction, enfin, il va prendre la direction admissible, c'est random, ces particules, c'est un mouvement brownien, mais c'est un mouvement brownien qu'il est toujours dans le plan qu'on a de notre vitesse admissible. Alors ça, c'est une équation de type équation différentielle stochastique dans le sens de Stratonovich. On ne rentrera pas à l'intérieur des détails, mais on peut décrire, on fait la densité des probabilités de trouver notre particule quelque part. À cette équation différentielle stochastique, il y a une équation de type chaleur associée qui a cette forme-là. On verra bien sous l'opérateur tout à l'heure. Et à temps fixé, psi, c'est la densité des probabilités de trouver la particule dans le point x. Ça, il y a tout en théorie qui nous permet de transformer en fait, une équation différentielle stochastique dans une équation de type chaleur, et il nous permet de calculer la densité des probabilités de trouver la particule quelque part. Alors, bon, c'est une équation de type chaleur, parce que c'est une équation de type dt psi égale un opérateur du type laplacien, psi. Mais cet opérateur, alors ça, j'écris l'opérateur comme x1 au carré plus x2 au carré. Ça veut dire quoi? Vous avez un champ vectoriel et vous savez qu'un champ vectoriel, vous pouvez le penser comme un objet qui mange une fonction et il vous donne une autre fonction. C'est juste la dérivée directionnelle. Si vous avez une fonction, vous avez une direction, vous pouvez calculer la dérivée de cette fonction dans cette direction. Alors, quand je dis x1 au carré, ça veut dire qu'en fait, je vais calculer deux fois la dérivée de la fonction de la direction de x1. Et ça, c'est la formule. Vous voyez apparaître les champs vectoriels, en fait, les cosine et sine, et ici, le bêta. Ça, c'est exactement ce champ vectoriel qu'on a appliqué deux fois. Et ça, c'est l'autre champ vectoriel qu'on a appliqué deux fois. Alors, cette équation a une propriété particulière, parce que ce n'est pas en fait, l'opérateur x1 au carré plus x2 au carré. C'est un opérateur qui n'est pas elliptique. Vous ne pouvez pas l'écrire comme la somme sur des matrices sur IJ, de matrices AIJ, des I, des J. Ici, I, ça va, c'est X1, ça va sur 1, 2 et alpha. OK, sur X1, X2 et alpha. Et ça, c'est dû au fait que vous n'avez que deux champs vectoriels et vous n'avez pas trois. Si vous étiez en géométrie riemannienne et vous êtes en train de faire la même chose, ici vous avez un troisième champ vectoriel, par exemple, si vous êtes dans R3 et vous avez les trois vecteurs de base, vous faites ça. Ici, vous allez vous retrouver deux fois l'arrivée par rapport à x, deux fois par rapport à y et deux fois par rapport à z. Et vous obtenez un opérateur elliptique. Ici, pour le fait que vous avez juste deux champs vectoriels, vous trouvez un opérateur qui, à la fin, vous pouvez écrire comme ça, mais cette matrice, ce n'est pas une matrice définie positive, c'est juste que semi-définie, il y a des valeurs propres nulles. Finalement, ça, c'est un miroir du fait qu'il y a des directions où vous avez une diffusion à certaines vitesses et des directions, qui sont le crochet, où votre particule ne peut pas y aller. Finalement, votre particule, vous avez les deux champs vectoriels, il peut aller ici, il peut aller comme ça, mais il ne peut pas aller dans la direction du crochet. Pour aller ici, il faut aller ici, faire beaucoup de tours pour pouvoir arriver là. C'est beaucoup plus difficile pour cette particule
qui bouge d'un mouvement stochastique d'aller dans la direction du crochet, qui est dans la direction où vous avez les champs vectoriels. Pour cette raison, cette diffusion, c'est une diffusion qui est très très non isotropique. Et en fait, la chaleur elle va se propager facilement où vous avez les champs vectoriels et en façon très difficile dans la direction où les champs vectoriels ne sont pas là. Et pour y aller, il faut utiliser le crochet, il faut que la particule quantique, c'est beaucoup plus improbable d'aller cette direction-là. Mais on a une propriété très utile. En fait, on peut montrer que cet opérateur, même s'il n'est pas un opérateur elliptique, en fait, c'est un opérateur hypoelliptique, et ça nous donnera que les solutions de cette équation sont toujours lisses. Alors, je vais vous raconter ça en 2 mots. Bon, ça, c'est le contenu du théorème de Hörmander, c'est un théorème des années 60, très important, qui nous dit la chose suivante. Alors, si vous avez un ensemble de champs vectoriels qui sont Lie bracket generated, c'est pour ça qu'aujourd'hui on appelle souvent la condition de Hörmander, parce que c'est la condition, l'hypothèse qu'on a dans ce théorème. Et vous allez créer un opérateur L, comme vous prenez un des champs vectoriels, vous le mettez ici, et les autres, vous le mettez au carré. Alors, cet opérateur, c'est un opérateur hypoelliptique. Alors, ça veut dire quoi, hypoelliptique? Alors, ça veut dire la chose suivante, que si vous êtes capable de dire que sur un ouvert, l'opérateur appliqué en fonction, c'est quelque chose de lisse, alors ça implique que la fonction est lisse. Alors, dit comme ça ressemble un peu implicite comme résultat, mais ça nous dit la chose, ça nous dit ça. Alors, ça nous dit que cet opérateur-là, c'est notre opérateur. Dans notre cas, on a 2 champs vectoriels, on n'a pas cette partie-là. C'est hypoelliptique, ça veut dire que si on écrit une équation de ce type-là, égale 0, pour le fait que 0, c'est infini, ça nous implique que phi, c'est quelque chose de c'est infini. Ça, c'est pour l'équation, on fait Laplacien de phi égale 0. Et si on prend l'équation de la chaleur, si on prend l'opérateur de la chaleur, en fait, j'ai mis les 2 champs vectoriels et la dérivée par rapport au temps, le fait que ça soit hypoelliptique, ça nous dit que si j'écris ça c'est l'équation de la chaleur, pour le fait que 0, c'est lisse, ça nous implique que la solution phi est toujours lisse. Et alors, pour cette raison, en fait, cette théorème est extrêmement puissante, ça nous garantit que notre équation de la chaleur, même si c'est défini en façon bizarre, il manque de direction, et la chaleur il va se propager à des vitesses différentes d'une direction à l'autre. Il y a 2 directions où ça propage en certaines vitesses et une autre direction où ça propage en façon beaucoup plus difficile. Finalement, dans tout cas, la chaleur avec son évolution, il reste toujours une fonction, c'est infini. Mais même l'opérateur de la chaleur, si je considère dans R, l'équation de la chaleur dt phi égale d2x phi, cet opérateur-là, on fait dt moins dx carré, ce n'est pas un opérateur elliptique, parce que dans tx, ici, il me manque un dérivé, mais c'est en tout cas un opérateur hypoelliptique dans ce sens-là, parce que dt et dx, ça génère tout, et vous pouvez voir le fait que la solution de l'équation de la chaleur est toujours lisse comme en conséquence de cette théorème. Même si dans le cas de R, on est certainement capable de faire ça en façon beaucoup plus simple. Bon, alors, là, je vais vous raconter maintenant des choses plus simples. Je vais vous montrer des images. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, maintenant, je vais utiliser cette équation de la chaleur pour reconstruire une image. Alors, imaginons qu'on a quelque chose, une image comme ça, une image où il y a un trou. Il y a un trou qu'on veut reconstruire. Alors, la première chose qu'on fait pour la reconstruction, c'est de
faire un petit smoothing de l'image. On est dans le plan, on fait une convolution avec un gaussien très très petit pour juste avoir quelque chose qui remplit le trou, mais il restera avec presque aucune masse à l'intérieur, parce qu'on fait, on fait juste propager un peu la chaleur, je dis la chaleur sur R2, pour avoir, en fait, ça me permet d'avoir des lignes de niveau qui sont plus ou moins bien définies partout, après une petite convolution. J'ai une image qui n'est pas lisse, je fais une convolution avec un gaussien et j'obtiens quelque chose qui est certainement lisse. Et en fait, ça me donne aussi que les lignes de niveau, dans la plupart des cas, sont si bien définies. Bien, alors j'ai quelque chose de lisse. La deuxième étape, je lift. J'ai des lignes de niveau, je suis capable à faire le relèvement avec l'angle, comme on a dit au début aujourd'hui. Après que j'ai ça, en fait, j'ai transformé mon image dans surface en dimension 3. J'ai fait une diffusion avec l'équation de la chaleur que j'ai montrée, qui vient de la géométrie riemannienne. Et j'ai fait la diffusion, la chaleur elle va partout, et après je vais projeter en bas. Et je vais remplir le trou. C'est ça l'idée qui est utilisée dans cet algorithme. Alors, comment on fait pour calculer le lift? Bon, ça on le sait. Bon, on prend juste tous les alphas qui sont orthogonales au gradient. Ça, c'est le lift, on a déjà discuté comment le faire. Après, j'ai mon image avec le trou. Je dis après un petit smoothing, j'ai quelque chose partout. J'ai calculé le lift. Maintenant, je vais utiliser cette surface comme condition initiale pour une équation de type chaleur, l'équation hypoelliptique que j'ai montrée. Il faut que je multiplie par un delta de Dirac pour pouvoir donner une masse suffisante pour pouvoir avoir une évolution. Je ne peux pas partir comme condition initiale avec une distribution définie sur une surface si je n'ai pas, suffisamment de mesures. Là, je vais faire ça. Et après, je calcule la solution numérique de cette équation de la chaleur. Alors là, il y a eu en fait 10 ans de discussion entre différents groupes parce que en fait, faire l'intégration numérique d'une équation de la chaleur hypoelliptique où il y a deux directions bonnes et une direction mauvaise est très très compliqué. Ben, la raison est plutôt simple. Imaginez que vous faites des éléments finis, des différences finies. Vous prenez votre espace, vous le divisez en un petit cube, et après vous essayez de calculer comme ça, d'un cube à l'autre, votre solution. Vous voulez quelque chose qui converge bien. Alors imaginez que maintenant vous faites votre cube, vous divisez par deux chaque direction du cube. Divisé par deux, mais il y a deux directions qui sont bonnes et une direction qui est mauvaise. En fait, l'autre direction, quand vous divisez par 2, il faut la diviser par 4 si vous voulez maintenir un peu la même structure. Et tout ça, ça rend l'intégration numérique extrêmement compliquée. Enfin, il y a eu des différents groupes qui ont fait des choses différentes et ce n'était pas si évident que ça. Mais aujourd'hui, après 10 ans, on arrive plus ou moins à intégrer ça en façon raisonnable. Et si je vous donne... Oui. Et après, j'ai oublié de dire qu'une fois qu'on a cette chaleur qui est diffusée dans l'espace, on le projette en bas. On peut faire un peu, par exemple, intégrer, on prend le max, et on ira que notre image a rempli le trou. Alors, là, vous pouvez voir les premières expériences qu'on a fait sur ça. Ce n'est pas étonnant, hein, ça, c'est des résultats... pas très intéressant, mais prenez par exemple ici, vous avez un parti qui est corrompu ici, et ça c'est la diffusion qu'on a obtenue à partir de ça. Alors, vous voyez, le trou il est rempli, et la diffusion, c'est une diffusion qui est vraiment dans la direction de ligne de niveau. Par contre, alors, ce trou est complètement disparu, par contre, toute l'image a perdu un peu de définition, parce que la diffusion, parce qu'on n'a pas dit à l'algorithme c'était où la partie corrompue. Enfin, on a donné l'image, l'algorithme a travaillé sur l'image, a fait une diffusion partout. Mais où il y avait l'image, la diffusion, c'est qu'on va jusqu'à allonger un peu les lignes de niveau. On ne va pas
En fait, la diffusion hypoelliptique, c'est très fort dans la direction des lignes de niveau et très faible dans la direction orthogonale. Ben, ça, c'est un autre exemple avec une corruption un peu plus élevée. Et pour pouvoir obtenir quelque chose, il faut utiliser des taux de diffusion plus élevés. Et ça, c'est le type d'image qu'on obtient. Et bon, tout ça, c'est pas si étonnant que ça. Mais cette idée, en fait, il marche bien pour valider le modèle biologique. Parce que finalement, vous pouvez noter que cet algorithme arrive à reconstruire les images que nous, on arrive à reconstruire. Il n'arrive pas à faire ni plus ni moins. Ça, c'est vraiment à la limite de la chose que notre système visuel arrive à faire. Et par contre, on peut maintenant se demander, est-ce qu'on peut mettre ensemble cette idée de diffusion hypoelliptique pour essayer de reconstruire des images beaucoup plus corrompues comme celui-là, mais en donnant à l'algorithme l'information où l'image est corrompue. Ça, c'est quelque chose de très fort. Ça change beaucoup. Est-ce qu'on donne une image corrompue à l'algorithme, on ne lui dit pas où est corrompue, ça nous sort quelque chose que... il va être un peu différent partout. Ou on peut dire à l'algorithme, écoute, ça c'est l'image qu'on veut reconstruire, et il a une région qui n'est pas bonne, et cette région, c'est celui-là. Et alors, si on donne cette information-là, en fait, on peut obtenir beaucoup plus. Par exemple, ici, on a utilisé une idée qui est très très simple. On a divisé les pixels en bed and good. Les beds sont les pixels corrompus et les good sont les pixels qui ne sont pas corrompus. On a fait une petite diffusion pour un temps delta t avec l'algorithme que je présentais tout à l'heure. Et après, j'ai pris chaque point good et j'ai fait un average, j'ai fait une moyenne avec la valeur qu'il y avait avant. Et j'ai fait ça plusieurs fois. Alors vous imaginez les points qui étaient bien, si on répète plusieurs fois, c'est toujours en moyenne avec la valeur initiale. Ça ne va presque pas bouger. Par contre, où il y avait les trous, là, il y a de la masse qui arrive. Et si on fait ça, les résultats en fait, d'une image comme celui-là, c'est plutôt étonnant parce qu'on arrive à reconstruire une chose comme ça. On obtient toujours ça, c'est-à-dire que si on lance les modèles numériques, on obtient toujours plus ou moins la même image. Alors, avec cet algorithme, oui. Par contre, il y a différents paramètres à régler. Parce qu'il y a le temps de diffusion, il y a le nombre de fois qu'on fait cet algorithme, et après, il y a le paramètre bêta que j'ai mis au début, qui ça donne, si vous voulez, la taille de l'image, mais la taille est fixée, c'est aussi ces paramètres à régler. Et ici, ils ont été réglés pour voir, si les règles pas bien, on ne voit rien, en fait. Ça, c'est le résultat. Et ça, c'est l'image du départ. Ça, c'est l'image corrompue, c'est la même image qu'on a vue. Je vous montre quelques autres expériences. Ça, c'est ma fille. En fait. J'ai corrompu un peu moins parce que c'était... oui, ça c'est l'original, c'est 90% de corruption. Ça donne quelque chose de très bien. Après, on peut aussi penser à des corruptions de type différentes, parce que certainement pour l'algorithme, c'est facile de reconstruire une image qui est corrompue en façon avec les trous très petits, bien distribués. Certainement, si on met 97 des pixels corrompus dans le même endroit, ça ne marchera pas si bien que ça. Et ici, c'est une corruption diagonale. Et ça, c'est quelques expériences qu'on a fait sur la couleur. La couleur, ça ne change pas grand-chose. On travaille sur les trois différentes couleurs en façon séparée. Et bon, alors je m'arrête là, jusqu'avec cette conclusion, qu'ici on donne
à l'algorithme une image corrompue, mais que notre système visuel est encore capable de reconstruire, on peut donner le premier algorithme, c'est lui qui utilise l'image en sa totalité. En fait, quand on ouvre une image corrompue, il n'y a personne qui nous dit où est corrompue ou où il est bonne. Par contre, si on utilise un algorithme, on donne l'information aussi où l'image est corrompue, on peut faire beaucoup mieux que le système visuel. On arrive à reconstruire une image comme celui-là. Bon, ici, on ne voit pas grand-chose, mais bon, en principe, on voyait bien. Et une image comme ça, notre système visuel n'est pas capable de tout, mais l'algorithme, il arrive à faire ça. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention. S'il y a des questions. Ce n'est pas une question, mais au lieu de passer par l'hamiltonien, si on écrivait plutôt le lagrangien, est-ce qu'on obtiendrait le même résultat? On ne peut pas. Ah. On ne peut pas, parce que... Pourtant, ils sont équivalents en principe, non? Non. Dans la théorie du contrôle. Non, on ne peut pas écrire le lagrangien, parce que si on écrit des équations lagrangiennes, si on a un système comme ça, imaginez que vous avez un système où vous essayez de minimiser un coût que j'appelle f0 de x, comme dans le calcul des variations, x point dt. Vous essayez de minimiser ça entre 0 et t avec les points initial et final fixés. Alors vous allez obtenir une équation d sur dt, df0 sur d x point égale à df0 sur dx. OK? Et là, ça marche bien, il n'y a aucun souci, mais il faut donner quoi comme condition initiale? Alors, c'est une équation du deuxième ordre, ça. Il faut donner comme condition initiale, si vous êtes en dimension n, il faut donner x de 0 et x point de 0. Ou si vous voulez, x de 0 et x au temps final. Il faut deux n conditions. Mais dans tout cas, dans une équation comme ça, vous avez vraiment besoin de la condition initiale. Après, vous transférez les conditions finales sur les conditions initiales. Dans notre cas, ça, ce n'est pas possible, parce qu'on n'a que x au point initial appartient à notre distribution vectorielle. Et ça, c'est des dimensions plus petites. Et ici, on a deux n, mais... on a nx et nx points. Par contre, dans le contrôle optimal, au point de départ, on n'a pas suffisamment de x points indépendants. On a moins, parce qu'on a cette condition-là. Et finalement, le formalisme lagrangien, il ne peut pas marcher. Le formalisme hamiltonien, il marche parce que finalement, on dit la chose suivante. Ça, c'est pour expliquer. On a notre point de départ. Imaginons on est en dimension 3. On a notre point de départ. Alors, je dis, mes vitesses initiales sont obligées de rester sur un espace de dimension 2. Alors, avec les vitesses, je ne peux pas paramétrer tous les géodésiques qui partent de là. Ce n'est pas suffisant. Alors, je fais comme ça. Je sais que le système est contrôlable. Alors, je prends l'ensemble accessible pour des temps petits. Je sais que ça, c'est quelque chose de dimension pleine, parce que c'est contrôlable. Alors, j'utilise pour paramétrer les conditions initiales quelque chose, c'est le covecteur initial, que c'est l'orthogonal à l'ensemble accessible pour des temps qui devient vers 0. Le formalisme lagrangien pour le contrôle optimal ne peut pas marcher. Moi, je me demandais, en fait, donc là, on s'intéresse, pour le problème de contrôle, à des courbes allant d'un point à un autre. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas regarder le problème où on se donne une courbe dont l'espace tangent en tout point est dans delta x, et on cherche une surface qui s'appuie sur la courbe dans l'espace tangent en tout point et dans delta x. Est-ce qu'il y a des choses de fait là-dessus? Oui, ça c'est un peu l'idée de trouver des surfaces minimales. C'est ça, oui. Oui. Ça a été fait par différents groupes qui ont travaillé dans ce domaine-là.
Oui, ça marche pas si mal que ça, effectivement. Au moins pour des images, pas vraiment pour des images, je dirais, naturelles comme ça, mais certainement, c'est une façon de traiter le problème des trous. Oui, oui. Les surfaces minimales dans le sous-riemanien, exactement. Je n'ai pas très bien compris sur la notion de courbe dans une image. Là, comment on peut décider si c'est corrompu? Comment on peut choisir deux points? Pour comprendre dans une image, c'est quoi la... C'est quoi la courbe là-bas quand on regarde La courbe? Oui, parce qu'on commence par le X. C'est la ligne, c'est les surfaces de niveau, en fait, parce que l'image, c'est une fonction de R2 de plan A, par exemple, je ne sais pas, 0,1, c'est le gris, le niveau de gris. Et la courbe sur laquelle je travaillais au début, c'était de dire f de x1, x2 égale c. C'est l'ensemble des niveaux de S. Mais même là-bas, ça pourrait être compliqué là-bas. Oui, c'est pas du tout donné que ce soit en courbe. Mais si vous prenez n'importe quelle fonction comme ça et vous faites une convolution avec un gaussien, après avoir fait cette opération-là, vous faites un petit smoothing de l'image, il y a une propriété, certainement vous avez qu'après la convolution avec la gaussienne, vous obtenez quelque chose de lisse, mais vous avez que en façon générique, enfin pour presque toutes les fonctions, la fonction, si vous faites f, convolution de f avec un gaussien g, qu'est-ce que vous obtenez? Vous obtenez génériquement en fonction de Morse. En fonction de Morse, c'est une fonction pour laquelle les lignes de niveau sont ou comme ça, c'est en fonction où c'est des max, ou des min, ou c'est des points de sel. Et finalement, après avoir fait cette petite convolution, on fait, dans vraiment la majorité des cas, l'objet que vous retrouvez en haut, c'est vraiment une sous-variété, c'est une variété. Ça ne marchera pas pour toutes les images, mais en façon générique. Ça veut dire que ça marche presque pour toutes les images. On fait il y a un résultat comme ça. C'est pour ça que finalement, on peut calculer cette lift. Parce que la convolution avec la gaussienne, non seulement il vous donne quelque chose qui est lisse, mais ça vous donne quelque chose qui a des bonnes lignes de niveau. D'accord, merci. Merci. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions ou commentaires, on remercie Hugo Bosquin de nouveau. Merci.